Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le MMC. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, Maïté et moi sur Instagram, on fait des lives où on parle football. Et pour l'Euro, on a décidé de vous offrir une émission en plateau avec des invités de choix, des invités qu'on a choisis, qu'on a pris du temps quand même. Mais c'est un plateau de qualité et tout de suite Maïté va vous l'annoncer. Alors autour de nous, on a 3 jeunes hommes. Donc on va commencer par Louis. Donc Louis, qu'est-ce que tu fais pour les téléspectateurs qui nous regardent? Alors j'ai 24 ans déjà et je suis rédacteur en chef de Léopard Foot, qui est un média dédié au football congolais. Et à côté de ça, je suis community manager du Stade de France en alternance. On a aussi Mickaël. Donc Mickaël, globetrotter, grand fan de foot qui nous a déjà fait 2 Coupes du Monde. Oui, bonjour à tous. Moi, 33 ans, commerçant dans la vie. Et à côté de ça, grand fan de football depuis très petit. Et justement, comme Maïté le disait, j'ai eu la chance de pouvoir être aux 2 dernières Coupes du Monde, 2014-2018, en espérant être présent à la prochaine au Qatar, en 2022. Et on a Carlos. Carlos, éducateur sportif, j'ai 30 ans, je m'occupe de footballeurs professionnels et amateurs. Alors c'est génial, comme on vous l'a dit, on a un plateau de qualité. Et un programme de qualité. Aussi, Aussi, parce que bon, on a des gens de qualité, il nous faut bien un programme de qualité. Donc on va parler de la liste de l'Euro de l'équipe de France, du groupe F, des surprises, des potentiels outsiders et de vos pronostics très importants. Et on va aussi parler des binationaux. Donc on va commencer avec la liste de l'équipe de France. Oui, Ok, on y va. Alors, gardien de but, Hugo Lloris, Mike Maignan, Steve Mandanda. Donc pas de surprise à part pour Maignan. Non, il n'y a pas de... Même Maignan, c'est pas vraiment une surprise en soi. C'est pas vraiment une vu la surprise. saison derrière, là. Ouais, il le méritait. Ouais. Et puis Mandanda, je pense, on sait que c'est sa dernière compétition. Donc non, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment pas de surprise. Ouais. On passe aux défenseurs. Donc on a Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kipembe, Jules Koundé, Clément Langlais, Benjamin Pavard, Raphaël Varane et Kurt Zouma. Êtes-vous d'accord avec cette défense? C'est cohérent par rapport à leur saison respective. Après, il y a Jules Koundé, c'est un peu une surprise parce qu'il n'a pas été sélectionné par Pascal Ripoll en espoir. En espoir. Exact. Donc il arrive directement à faire au fusil. Voilà, hein. Et Clément Langlais, on en pense quoi vu sa saison qu'il a fait avec Barcelone? Je suis désolée, mais j'aurais préféré moi voir Wesley Fofana. C'est justement moi ce que je voyais, c'est sur les titulaires, pour moi ça ne me posait pas de problème. Maintenant, sur les défenseurs entre guillemets remplaçants, sur Clément Langlais, on pourrait avoir un... Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est une question de profil. Déjà, l'anglais, c'est un défenseur gaucher. Ça aussi, il faut le dire parce que ça change beaucoup de choses à partir de la défense pour la première relance. C'est un défenseur gaucher. Il est assez complet. Et Deschamps apprécie son profil depuis un moment. Donc moi, ça me choque pas du tout plus que ça. Et après, on le verra dans la liste, mais je pense que Deschamps, il a ses habitués en fait. Qui fait jouer en équipe de France, et je pense qu'il ne voulait pas forcément déséquilibrer son équipe. Voilà, on sait très bien que c'est son mot d'ordre, c'est quand même l'équilibre du groupe. Donc, parce que c'est vrai que certains, par exemple pour Koundé, ils ont dit qu'il n'était pas assez expérimenté ou autre. Exact. À mon sens, je trouve que cet argument est, je vais être méchante, très nul. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? À un moment donné, il faut bien commencer quelque part. Oui, c'est un peu facile de dire qu'il n'a pas d'expérience, mais oui, il doit... Et puis à Séville, il est... Surtout ceux qui ont suivi sa saison. Surtout oui, ceux qui ont suivi sa saison savent qu'il mérite d'être là. Il a fait une grosse saison, ouais. gros match, des gros rendez-vous. Et comme a dit Deschamps, il est polyvalent. Donc ça fait, on l'a vu aussi entrer comme arrière droit. Hein, Et d'ailleurs, de ce que j'ai vu sur les premiers entraînements de l'équipe de France, des retours que j'ai eus, apparemment Deschamps est très satisfait. Non, depuis très jeune, hein. Déjà au Girondins de Bordeaux, où il a été formé. Il pouvait jouer latéral droit, latéral gauche. Et puis c'est sa régularité aussi. C'est sa régularité. Son calme. Calme, Son régularité sérieux aussi. Ouais. Donc non, il mérite On clairement. passe au milieu. Alors, on a N'Golo Kanté. Hein, ça, il aurait même pu jouer tout seul à ce stade-là. Thomas Lemar, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko et Corentin Tolisso. Alors, on sait que le milieu de terrain fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Quel est votre avis là-dessus? Je pense aussi que, un peu comme en défense, c'est du Didier Deschamps, c'est-à-dire qu'il a ses hommes sur qui il peut compter. Sissoko. Notamment Moussa Sissoko, qui, oui, c'est un homme de Deschamps depuis plusieurs années, et là-dessus, il sait sur qui compter, donc il a ses joueurs de main. Il n'y a pas longtemps, c'est comment il s'appelle, Roten a dit comme quoi il ne comprenait pas pourquoi Rabiot a été sélectionné et que Deschamps n'a pas besoin forcément de jouer avec un gaucher. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout parce qu'il apporte quelque chose de différent dans notre jeu Rabiot. Et puis depuis qu'il est revenu en équipe de France, on voit qu'il fait quand même vraiment bien le taf. Donc, et il a fait une très bonne saison. Ouais, en plus.
D'autant plus que Deschamps, quand même, on le sait, il aime son 4-4-2 losange. Ouais. Et là, vous mettez Kanté en 6, vous mettez Rabiot et vous mettez Pogba. Ah, ça a de l'allure quand même. Ouais. C'est excellent. Mais on peut revenir, on va revenir un peu après sur son match. Et vraiment, Rabiot, il m'a impressionné. Ah non, moi, il me... Impressionnant. Je trouve qu'il est serein dans ses touches de Là, balle. on sent qu'il a pris quand même une certaine Oui, il a pris en maturité par rapport à quand il C'est était vrai à Paris. qu'il y a ces détracteurs qui vont vous dire il peut paraître nonchalant, mais moi je prends ça plutôt pour de l'assurance en fait. Ouais. Moi aussi, ouais. Il sait où il est positionné, il sait ce qu'on lui demande, il sait quel est son poste. Et puis il défend plus qu'avant, je trouve. Voilà, Il défend exact. plus qu'avant, Il il se défend projette beaucoup, donc non, il peut. Non, Rabiot, c'est fort. Hein. C'est Ouais. très fort. Non, moi, franchement, je suis assez satisfaite qu'il soit. J'aurais aimé quand même voir Ndombele, parce que pour qu'il amène un peu d'audace, un peu de folie. Mais je comprends aussi, il a quand même été assez irrégulier cette saison. Ouais. Donc je peux comprendre qu'il n'ait pas été pris. Mais après, on a Tolisso qui a été blessé quand même. Ouais. Une grosse période de la saison. Ouais, Tolisso, point d'interrogation quand même. Mais il a été pris. Après, Deschamps, c'est Deschamps. Donc, dès lors où il a ramené la Coupe du Monde. Alors, on n'a plus notre mot à donc, dire. Et il nous a ramené Benzema. Voilà. Là, Il a pris les éléments qui font que. L'avantage qu'avait Corentin Tolisso, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours répondu présent. Deschamps n'a jamais été déçu par lui. Donc je pense que dès lors qu'il a été blessé, il avait un programme pour revenir à telle date et que Exactement. si la C'était venue de planifié. Tolisso était possible avant l'Euro, je pense que Deschamps l'avait déjà sur sa liste. Là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il a une ossature et Tolisso fait partie de son ossature et c'est tout à comme fait. ça. Et ça bouge pas. Voilà. Alors, au niveau des attaquants, on a Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Marcus Thuram. On en pense quoi de cette super attaque? C'est un vivier. Ouais. On se rend compte du vivier de l'équipe de France en fait. Ouais. Parce que déjà, quand on pense que même Martial qui devait être là n'est pas là, et qu'on Exact. se retrouve quand même avec une équipe comme ça à la clé, c'est un truc de fou. Même, Et c'est vrai que moi je me dis on a du Wissam Ben Yedder qui certes n'a pas une grande expérience internationale, mais on a du Wissam Ben Yedder qui est sur le banc et qui potentiellement peut se retrouver dans les 3. Il a marqué 20 buts cette saison quand Exact. même. Monaco. C'est un buteur. 20 buts, mais capitaine de Monaco et tout. Donc Et Il c'est enchaîne vraiment- les. Donc, c'était lui ou Lacazette en fait. Au vu de leur profil, Voilà. c'était lui ou Lacazette et il a choisi Ben Yedder, et ce Donc, que je comprends. Donc là c'est sûr que au niveau offensif on est pourvu. Ouais. Ah oui, ça. Après l'animation devra suivre. Pour l'instant de ce que j'ai vu contre le Pays de Galles ça m'a l'air pas mal. On a du Benzema qui participe, qui demande, qui décroche, Donc moi ça me paraît bon pour l'instant. J'espère que ça sera du même acabit contre l'Allemagne pour le premier match de l'Euro. Après, c'est des grands joueurs. Hein. C'est des joueurs de grande classe, de classe mondiale. Et en termes de déplacement, aujourd'hui, le football a évolué. Ça veut dire, quand tu mets un avant-centre comme Griezmann, ou Benzema ou Mbappé, les gens, pendant tout le match, ils vont bouger Ils vont permuter, constamment. ouais. Exact. Et c'est ça. C'est Avoir plus aussi un figé attaquant qu'avant. figé, ouais. Exact. voilà, c'est assez ancien en termes de tactique. Mais aujourd'hui, c'est mobile. Mais c'est vrai que sur les 3, sur le Griezmann, Mbappé et Benzema, en fait c'est trois joueurs offensifs qui peuvent permuter en fait sur chacun des 3 postes Une offensifs. défense ne peut pas rester statique sur eux. C'est vrai qu'au vu avant le match, je me posais quand même des questions parce que c'est des profils quand même qui peuvent fonctionner ou pas. Voilà. Ouais. J'avais quand même une crainte au niveau de Benzema justement parce que son style de jeu en équipe de France avant était quand même différent. Il avait un peu moins de mal. Là, je trouve beaucoup qu'il se, évolué. je suis obligée, il se giroudise un peu. Voilà. On vient on se giroudise. C'est une exclue du MFC. Dans le sens où il va avoir quand même tendance à participer un peu plus au jeu qu'avant. Mais beaucoup plus. Et franchement, j'adore. Ça, c'est depuis le Real, quand il joue avec Ronaldo. Avec Ronaldo. On l'avait même accusé d'être son devenu soldat, un passeur. Ouais, Oui, ça, parce pour que voilà, Ronaldo. il jouait 9,5. Et je pense voire qu'il a 10. ajouté une casquette en fait à son jeu qu'il n'avait pas avant. Ouais. Maintenant. Exactement. C'est parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier que quand il était à Lyon, c'était quand même un buteur. Ah Ok, oui. il faisait le jeu, c'était mais un- c'était un buteur. Arrivé au Real, il a commencé à changer, à être un peu plus passeur, à redescendre, à vraiment Aujourd'hui, c'est à l'attaquant participer complet. au jeu. Mais- Ouais, il est mais complet. L'attaquant moderne de. Mais après toute proportion gardée, le Karim Benzema de ce que je vois depuis sur ces 2, 3, 4 dernières années, il me fait penser à un joueur que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, Dennis Bergkamp. C'est-à-dire que c'est un joueur qui En quelque sorte. est capable de tout faire en fait. Ouais. Qui est capable de tout faire. Alors ils n'ont peut-être pas le même âge, peut-être pas la même, mais il est vraiment capable de tout faire sur chacun des postes offensifs, passeur, buteur, participer au jeu, finisseur. C'est vrai que Benzema, entre le Et même Benzema dos but, d'avant même dos d'aujourd'hui, but c'est aussi. pas le même. Dos but aussi, je trouve qu'il a fait beaucoup Tout à- d'efforts dans bien son sûr. jeu de tête maintenant. Ouais. Il a un des meilleurs jeux de tête au monde Exact. aujourd'hui. Alors que c'était pas forcément le cas avant.
Non, moi je pense qu'il y a une bonne transformation de la part de Karim Benzema qui peut apporter énormément à l'attaque de l'équipe de France. Quoi. Oui, après, l'équipe aussi, autour de lui, a évolué en équipe de France. C'est plus le même joueur. Il y a 6 ans, avec Benzema, autour, c'était compliqué. C'était compliqué. C'est vrai. Et c'est ce que les gens oublient aussi quand on nous grenier, rappelle le temps que Benzema n'a pas marqué. À l'époque du Mondial 2014, on avait du Benzema, Valbuena. Ça a changé. On avait des Griezmann en train d'éclore, qui était un petit Griezmann. Voilà, c'était vraiment une équipe qui était en fin et en construction, bizarrement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont plus là et des joueurs qui étaient là, qui aujourd'hui sont des titulaires indiscutables. Ouais, exact. Après, est-ce que vous pensez que cette attaque peut aller loin? Parce qu'il y en a qui disent attention à l'effet 2002 sur de... Oui, il faut faire attention, j'y pensais aussi, à ça quand même. Nos confrères, les journalistes, aiment beaucoup se faire des montagnes. Je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut quand même temporiser et voir ce que ça va donner quand l'Euro va on a quand même un entraîneur qui a gagné la Coupe du Monde en tant que joueur, qui a gagné l'Euro en tant que joueur, qui a gagné une Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Je veux dire, c'est quand même... Il est quand même pas mal gradé. Qui savent gérer ce genre de situation. On a des joueurs performants, on a des finalistes de la Coupe UEFA, des quadruple vainqueurs de la Champions League, des joueurs de qualité qui ont de l'expérience. On n'a pas à être timide et à dire qu'on n'est pas prêt. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les ambitions sont très élevées parce que si demain on ne gagne pas cet euro, ça va être un échec. Déjà, c'est les champions du monde. Il y a l'échec en 2016 en finale, on s'en souvient tous. Tout à fait. Forcément, il y a une pression, mais là, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut faire attention parce que nous, en France, on aime beaucoup faire une montagne de l'adversaire, une montagne de nos qualités. Et une fois que tout s'écroule, on démonte tout. Et ça, c'est quelque chose qui... Parce que, sachant que, n'oubliez pas, dans le groupe dans lequel on est, vous avez quand même l'Allemagne. Donc, au milieu de terrain, on a quand même Emre Can, Serge Gnabry, Goretzka, Gundogan, Kai Havertz, voilà, Hoffman et Kimmich. Et après l'attaque, vous avez Toni Kroos, Müller, Musiala, Neuss, Sané, Volland et Timo Werner. On a le retour de Müller, on a le retour de Volland. C'est solide l'Allemagne aussi quand même. Les Allemands, moi, historiquement parlant, l'Allemagne ne rate jamais 2 tournois d'affilée. Ils ont raté 2018. Là, je sais pas au niveau de l'entraîneur, mais au niveau des joueurs, je pense qu'il y a certains qui sont revanchards. Donc, on ne va pas avoir peur de l'Allemagne, mais on devrait pas avoir peur. Mais le problème aussi avec l'Allemagne, c'est que depuis en fait la Coupe du Monde 2018, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à se reconstruire. Ils sont vraiment en tâtonnement, ils sont vraiment en recherche, etc. Et ça fait 3 ans qu'ils cherchent à se reconstruire et que c'est toujours pas le cas en fait. Puis on a vu leur dernière sortie européenne, excuse-moi de te couper, mais il me semble qu'ils ont perdu, ils se sont mangé une petite valise quand même. L'Espagne, c'était chaud. Le 6-0 contre l'Espagne, quand même, c'est très mal passé. L'Allemagne, c'est un problème actuellement. Perdre 6-0 pour l'Allemagne, c'est... Et d'ailleurs, le retour de Müller et de Matthew Hummels confirme ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient été mis de côté justement pour préparer les jeunes. Il était catégorique au début. Il ne voulait pas du tout entendre... C'était Boateng, Hummels et Müller. Et là, du coup, rien que le fait qu'ils reviennent sur ce qu'il dit, ça montre que... c'est... il y a de l'hésitation. Moi, je pense que dans le football, je vais donner un exemple très français avec la Ligue 1. Quand Lille, ils ont viré Bielsa, etc., ils ont viré tous les briscards, qu'ils ont mis que des jeunes, on a vu que Lille a fait une saison catastrophique. On a toujours besoin d'anciens, on a toujours besoin de... Il faut que ça se fasse avec transition. Voilà, il y a toujours besoin d'une transition. Vouloir couper comme ça un effectif et le transformer en autre chose sans prendre un peu de base... il faut quand même garder le socle. C'est jamais bon. Il faut quand même garder le socle, l'identité. Et je pense que c'est ce que Deschamps fait au final. Parce qu'on critique les choix de Deschamps, mais il y a toujours un socle en fait qui ne bouge pas et qui permet à l'équipe de pouvoir gagner. 2-3 jeunes qui l'incorporent au fur et à mesure. Exact. C'est ça. Et vous avez regardé du coup le match Portugal-Espagne hier? Moi, non, je ne l'ai pas regardé. J'ai vu un résumé, C'était nul. Ouais. Je crois que j'ai rien raté. J'ai bien fait. C'était... il y a quelques années, il y avait 3-3. Et c'était un match... 0-0. Là, il y a eu 0-0 et c'était assez soporifique. Alors qu'en attaque, on a Goncalves, André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diego Jota, Guedes, João Félix et Rafa. Mais moi, je trouve que l'attaque du Portugal, c'est beaucoup d'individualité. Je ne sais pas comment ils vont faire pour jouer ensemble au final. C'est vrai que sur le papier, ça fait peur. Tu te dis, waouh, ils ont des vrais attaquants. Mais de ce que je regardais du match d'hier, c'était beaucoup d'individualité et c'est des garçons qui ne savent pas jouer ensemble. Le Portugal, sur ces dernières années, souvent été, à tort ou à raison, dans ce profil-là. En fait, c'était des très bons joueurs, mais est-ce que le collectif suivait derrière? Je me rappelle de l'époque, Nani, Ronaldo, très bons joueurs individuels, mais est-ce que collectivement ça allait?
pour moi, c'était pas trop ça collectivement, Ouais. malgré le talent individuel. Et de ces justement, en 2016, quand ils gagnent, c'était pas du tout le meilleur effectif qu'ils ont eu depuis Non. longtemps. C'est Hébert qui marque le but. Mais Un par but contre- nulle part. C'est ça. Et depuis 2016, leur effectif a complètement changé. Il y a eu Bruno Fernandes qui est arrivé, Exact. l'essor de Bruno Fernandes. Il y a eu Ruben Dias, qui est aujourd'hui un des meilleurs défenseurs du monde. C'est Renato Sanchez, qui revient maintenant en force. Leur effectif a plus du tout la Ouais, même ça a allure. plus la même Mais allure. après, le 0-0, il est plus significatif, c'est un match amical. C'est ça Oui, aussi, il ne ça- faut pas oublier Mais ça. Tu après- gagnes l'Espagne, ils aiment bien Il y a la peur de jauger. se blesser aussi Voilà. avant l'Euro. C'est sûr, c'est- mais après, on aime bien aussi regarder ces matchs-là pour voir justement le niveau de l'équipe. Et on veut tous savoir qui vont être nos favoris. Là, hier, j'ai regardé le match et ouais, franchement, je me suis emmerdée pendant 90 minutes. Il y a un Portugais que je veux suivre à l'Euro, c'est Bruno Fernandes. Ouais. Mais il a fait une bonne Qui, saison à Manchester. Plus que Justement, bonne ouais, saison, ouais. c'est exceptionnel. Ouais. Est-ce Ah que ouais. collectivement, sur une compétition internationale, il va avoir garder ce niveau qu'il a eu durant C'est vrai. sa saison C'est vrai, moi ça serait intéressant à voir. Ouais. moi, ça m'étonnerait pas de le voir continuer ses performances de United. Mais c'est vrai que ça va être intéressant. Ouais. Alors en tout cas, on va le suivre parce qu'il est dans le groupe F, qui est le groupe de la France. Ouais. Donc on le rappelle, il y a l'Allemagne, la Hongrie, la France et le Portugal. Donc, bonne chance Et à la Hongrie. ça On a va parlé être- de la Roja. Donc on va parler quand même d'un joueur qui ne sera pas là. Et j'ai besoin d'avoir votre avis là-dessus. Ouais. C'est Sergio Ramos. Évincé. Luis Enrique a annoncé sa liste et le défenseur madrilène n'est pas là. Choqué Ouais, ou pas? je préfère ne pas en parler parce que ça me touche. Choqué. Choqué. Pourquoi, Carlos? Choqué parce que c'est un joueur qui a porté la Roja pendant Ouais. plusieurs années. Et malgré le fait qu'il ait été blessé cette année, on sait que c'est un joueur charismatique. C'est un joueur qui marque beaucoup. C'est un des meilleurs buteurs en tant que défenseur. Quand tu rentres dans une surface, à un corner, tout le monde cogite, tout le monde pense à l'Atlético Madrid, à la finale. C'est un joueur emblématique. Mm. Tu le prends même dans le vestiaire, ça aide. C'est ça. Aujourd'hui, il y a C'est un joueur qui est binational, un joueur français qui va jouer avec la Roja. C'est un message qui a été envoyé et je pense que c'est pas un bon message pour le peuple espagnol. D'autant plus que c'est un peu incompréhensible parce qu'il a été au rassemblement de mars. Mm. Il était là. Donc Oui. après, C'est apparemment, il y a eu une espèce d'ingérence de Luis Enrique, selon les médias. On n'aime pas trop rentrer là-dedans, mais c'est ce qui se dit en tout cas. Et Ramos, Luis Enrique a déclaré qu'il est un peu limite, etc. Et Sachant que- qu'il n'y a aucun joueur madrilène. Ouais, il y a Surtout, aucun ouais, joueur ça, madrilène. c'est- Madrilène C'est très bizarre. l'Euro. c'est Alors que d'habitude, on sait que les équipes espagnoles, c'est Voilà, Barça, Barça, Real. Real. Mais c'est une énorme prise de risque de la part de Luis Enrique qui lui sera reprochée si l'Espagne fait un mauvais mondial. Bien sûr. Parce que certes, Ramos a eu des pépins physiques cette saison, mais quand on regarde l'effectif de l'Espagne sur les derniers matchs, sur les matchs de préparation à l'Euro, c'est un effectif qui tournait beaucoup. Il essaie d'incorporer plein de jeunes et le seul qui tournait pas, justement, c'était Ramos. C'était Ramos. Qui était là, il Tout a à fait. 180 sélections. Et donc, Il se méritait priver, sa dernière compétition. c'est ça. Et puis Ouais. au moins, comme tu disais, au moins rien que dans le vestiaire, en fait, on sous-estime Ouais, c'est l'importance ça. de ce genre de joueur dans le vestiaire. Même si sur le terrain, voilà, il peut être blessé ou quoi. Dans le vestiaire, c'est Mais un comment tu apport introduis considérable. Laporte Comment tu introduis Laporte Après, Ah bon c'est- C'est dangereux. Ouais, c'est très ça dangereux. me fait penser un peu quand Evra est arrivé en équipe de France avec Vicente Lizarazu, qui a eu un petit couac. Ouais. Je pense que c'est un peu dommage. C'est dommage de ne pas prendre les deux, Ouais, parce que ça c'est peut être vrai. une transition, ça Ah peut oui. être Il y a la une petite passation passation, en de fait. flambeau, en C'est fait. ça. C'est le même poste Tout à quasiment, fait. donc il y a quelque Parce chose. que là, qui- c'est vraiment à double tranchant. Parce Mais que... après, au niveau du coach, du sélectionneur espagnol, est-ce qu'il lui-même ne se dit pas, est-ce qu'un Sergio Ramos, en cas de pépin, est-ce que je peux mettre un Sergio Ramos sur le banc? Comment ça se déroule? Il y a aussi ça, Peut-être le qu'il a problème blessé des un Il y peu. a ego. aussi ça, c'est Peut-être vrai qu'il voit ça que comme ça. ouais. Ramos, tu le mets pas sur le banc. C'est Peut-être ça que lui aussi. voit ça comme ça. Sergio Surtout Ramos, la c'est Sergio contrainte. Ramos, c'est... Un est-ce qu'on Ramos peut mettre... qui n'est pas à 100%, à 34 ans, il est conscient qu'il n'est pas à 100%. Il peut être C'est sur ça le banc. aussi. Au Real, il s'assoit, hein, Ramos, quand il faut s'asseoir. Ouais. Je pense qu'il est conscient de En ça. tout cas, c'est une très grosse prise de risque. Et Parce ça que va lui être par rapport à reproché. sa carrière, il est plus sur la fin que sur le début, Ramos. Oui, Mmh, quoique... c'est sûr. Mais on le voit encore jouer plusieurs années, comme moi je le vois jouer Quoique, quand même jusqu'à... Coupe du Monde 2002, moi je mettrais une pièce dessus. Hein, c'est 2022? 2022. 2022, Ouais. pardon. 2022, Ouais, ouais, moi 2022, aussi. oui, bien sûr. De revenir. Bien À sûr. voir. Oui. Je suis pas Quand on se certaine. sort comme ça à un an. d'une Bah, grosse regarde compétition, Benzema. Oui, mais Ah, c'est mais pas moi, pareil. c'est- C'est autre Voilà. chose. Ouais, c'est un truc débat, C'est de l'extra sportif. Ouais, non, je sais pas. Mais je pense que Ramos a le mental pour revenir en 2022. C'est clair. Surtout si l'Euro ne se passe pas bien. Et là, il n'y aura aucune raison que Enrique le. Après, Ramos, Après, en si termes de le- contrat, aujourd'hui, on ne sait pas où. On ne sait pas où est-ce qu'il va jouer. Où est-ce qu'il va on jouer sait en pas. Ouais, c'est déjà. vrai parce que ouais. Il y a des rumeurs Il au commençait par ça. PSG, on ne sait pas trop. Après, En tout cas, Bah. vos pronostics, la Hongrie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Hongrie peut être une potentielle surprise? Ça va être Pour, très compliqué non. parce qu'ils n'ont même pas leur factoriste qui est Szoboszlai, qui est un très très bon joueur.
ça va être vraiment, vraiment compliqué. Après, on ne sait jamais. Comme je disais, le Costa Rica à la Coupe du Monde 2014 est sorti d'un groupe où il y avait l'Uruguay, l'Italie et l'Angleterre. Donc le football, des fois, il nous réserve des surprises. Ouais. Donné perdant. En plus, ils jouent 2 matchs sur 3 à domicile. C'est ça. Ils reçoivent la France et le Portugal, il me semble, à domicile. Avec une certaine jauge de spectateurs quand même. Ça ne sera pas du huis clos. Donc, bon. Bah, c'est complet d'ailleurs, le stade. Le stade est complet. Donc, difficile pour eux, mais... c'est vrai que sans Szoboszlai, ça va être compliqué. Pour moi, la Hongrie, 0 chance. Ah ouais, comme ça. Il peut y avoir des surprises. Non, parce que dans ce moment, c'est un groupe F. Il faudrait qu'il y ait un accident. Il faudrait qu'il y ait un vrai accident de parcours en fait pour que la Hongrie passe. J'espère que le Hongrie finisse pas Portugal 4e. Il faudrait vraiment qu'il y ait un des 3 qui fasse un vrai accident de parcours. Alors, ils sont dans le groupe F, donc on le saura bien assez tôt. On va revenir sur les grands absents de l'Euro. Il y a Ibrahimovic, on va en parler un petit peu. Là, ça m'a fait mal, ça. Franchement, ça m'a fait mal, ça. Ça m'a fait mal quand même. Le grand. Il a pleuré et tout. Je pense qu'on était tous contents de le revoir, vraiment. Parce que c'est sûrement... c'est pas sa dernière compétition. Il était revenu en sélection sur les matchs... contre la Géorgie, il est revenu pour un match. Et il s'était bien mis au service du collectif, justement. Il avait mis son ego de côté. J'avais bien aimé ça parce que justement, c'était plus le Zlatan qui vampirise toute l'équipe suédoise. Il se mettait au service des jeunes à côté. Et là, c'est vrai que d'un coup, malheureusement pour lui, et lui, au contraire de Sergio Ramos, Coupe du Monde 2022, j'y crois pas. Il aurait 41 ans. Pourquoi tu n'y crois pas? Parce que Sergio Ramos a 34, 35 ans, Zlatan, il a 40. Ils n'ont pas le même âge. Après, ils n'ont pas le même âge, mais la saison de Zlatan au Milan AC, quand même, montre qu'il en a encore dans les jambes. Et dans le football, il faut en avoir dans les jambes, mais il faut aussi en avoir dans la tête. Et la tête, tout est carré chez Zlatan. Et puis il est très pro. Il est très pro. C'est le genre de gars qui pourrait. Il faudrait que la Suède se qualifie déjà. Nous aussi, c'est ça. Ce qui n'est pas acquis, mais bon, en tout cas, c'est vrai que l'histoire était belle parce qu'en 2016, je me souviens de l'Euro 2016, la Suède avait une génération qui était en fin de parcours. Ils n'avaient même pas cadré un tir de l'Euro. Zlatan, il marchait sur le terrain, donc il avait pris sa retraite internationale par la petite porte. Exact. Et là, qu'ils reviennent aujourd'hui pour l'Euro 2021, la Suède a une meilleure génération. Exact. Et j'aurais beaucoup aimé le voir en pointe avec Alexander Isak, qui est titulaire aujourd'hui. Donc c'est vraiment dommage. Après, on a Keane aussi. Aussi. Mais par rapport à Keane, est-ce qu'il s'est remis du Covid? En fait, moi, je me suis dit ça, je me suis dit peut-être que... je l'avais vu jouer des matchs avec le PSG. Apparemment, c'était pas la raison. Non, c'était pas vraiment la raison. Mais c'est dommage pour Keane, parce qu'il fait totalement. une belle saison au Paris Saint-Germain. Ouais. Il rentre, parfois titulaire, mais il a répondu présent. Et puis il a su complètement relancer les espoirs placés en lui. Depuis qu'avec Everton, c'était très compliqué. Au PSG, il est arrivé et c'était top. Non, franchement, c'est dommage de pas... C'est dommage. Il y a lui et il y a aussi Wan-Bissaka qui n'est pas, du coup, sélectionné avec l'Angleterre. L'Angleterre, après, je ne sais pas ce qu'il en est, mais tant mieux pour... La deuxième nation, c'est ça. On va en parler de ça, mais bon, je suis pas sûre que... Sur 26 Anglais, il n'a pas été pris, c'est qu'il y a un problème. Il a fait 40 matchs cette saison. Ouais. C'est une question de profil. C'est une question de profil, c'est que Southgate veut des pistons offensifs et Wan-Bissaka, avant tout, c'est un excellent défenseur. Ouais. Donc c'est pour ça, s'il met Reece James devant lui, il met Alexander Arnold devant lui, c'est une question de profil. Alors, nos amis les Belges, parce que oui, Umtiti a marqué... Ils sont en colère depuis, mais vous êtes quand même nos amis. Puis vos frites, elles sont belles. Ils ont un petit souci avec Kevin De Bruyne, qui est incertain. Donc normalement, il ne devrait pas jouer les premières rencontres de l'Euro. Est-ce que vous pensez que ça va avoir des répercussions de dingue, on peut le dire, sur l'effectif belge? Non, je pense pas, parce que je pense que déjà un joueur qui joue à son poste va pouvoir évoluer et être performant. Et De Bruyne va être de retour pour les huitièmes de finale. Moi, je ne serais pas aussi sûr que Carlos, parce que certes, la Belgique a une profondeur de banc, mais personne ne peut remplacer, personne ne peut apporter ce que De Bruyne apporte. Ouais, c'est-à-dire aujourd'hui, à son poste, c'est le meilleur joueur au monde. C'est lui qui organise complètement l'attaque. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que la Belgique va jouer contre la Russie au premier match. Et il y a eu un Belgique-Russie justement dernièrement. La Belgique avait gagné 4-1 et c'était sans De Bruyne. Donc c'est possible, ils peuvent le faire. Mais ça va quand même être compliqué parce que De Bruyne, c'est lui qui dicte complètement le tempo. A priori, il devrait jouer avec un masque comme celui qu'il a blessé, du coup, Rudiger. Donc, on verra. Mais je ne pense pas que l'Euro de Kevin De Bruyne soit compromis. Moi, je pense qu'il va rester sélectionné et qu'il jouera après, à partir des huitièmes. Le premier match, c'est quasi sûr, apparemment. Ouais. Le premier match, c'est quasi sûr. Mais je pense qu'ils attendront justement de passer les poules. Ouais, après, généralement, ils aiment bien... des fois, les joueurs peuvent jouer.
Mais comme c'est les poules, etc., ils préfèrent quand même les garder un petit peu pour éviter que ça repète à un moment. Mais justement, la Belgique, on va en parler rapidement parce que chaque euro, j'ai l'impression, depuis peut-être 2-3 euros, c'est toujours des favoris, des outsiders, enfin l'équipe à battre. Et au final, on se rend compte que des fois, c'est pas terrible en fait. C'est vrai que sur la décennie 2010, la Belgique a eu plusieurs compétitions. En 2014 déjà au Brésil, ils étaient déjà donnés bon outsider, pardon. Et au final, j'ai souvent l'impression qu'ils passent les tours, les huitièmes, les quarts, et puis à un moment donné, quand il y a le gros adversaire en face, ça bloque. La Belgique, ouais, j'ai l'impression que c'est lié à un vrai manque d'humilité en fait à la base de leur équipe, parce que certes ils ont beaucoup de talent, mais déjà je m'en souviens avant l'Euro 2016, il y avait une interview de Thomas Meunier qui disait oui, on est les Galactiques, regardez notre effectif, etc. Au final, bam, le Pays de Galles les sort. Même après ce qui s'est passé, après l'élimination contre l'équipe de France, au lieu de se remettre en question sur leur défaite, ils étaient là en train de dire champion du monde du beau jeu, champion du monde de beau jeu. C'est pas avec cette mentalité-là que tu vas gagner des titres, quel que soit le talent que tu as dans ton équipe. Je suis d'accord avec cette analyse, parce que j'aime bien. Carlos, tu es aussi un peu coach mental. Après, la Belgique, je trouve quand même ils ont une bonne équipe. Après, c'est quelque chose qui arrive. Hein. En 2014, ils vont à la Coupe du Monde. C'était très humble en 2014. Si je ne me trompe pas, au Brésil. Parce que c'était le début de leur génération aussi, tu vois. Ils revenaient depuis, ils n'avaient pas participé depuis. Mais après, c'est de la compétition. Ça veut dire aujourd'hui, quand tu veux t'affirmer et rentrer, battre ton adversaire, oublier de dire que je suis meilleur que toi. Et ça galvanise aussi. Ils sont obligés d'arriver comme ça. Mais après, il y a des performances individuelles qui doivent être reproduites le jour de grands rendez-vous. On a Hazard qui rate souvent des grands rendez-vous. Mais contre la France, il est excellent. Voilà. Il est excellent. Je pense que Pavard va être encore traumatisé. La Belgique aurait dû être gagnante. Mais j'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment tiré les leçons en fait de leur défaite contre la France. Parce que s'il y a une défaite, c'est que voilà, il y avait des leçons à tirer. Et j'ai pas l'impression. Henry est revenu dans le staff. Ça va leur faire du bien, je pense que moi mentalement, Henry c'est quelqu'un qui communique plutôt bien, même si mauvaise expérience à Monaco. Oui. Mais il est franc, il est le joueur de l'entraîneur. Voilà. C'est vrai que sur le France-Belgique, moi j'avais été à Saint-Pétersbourg, la demi-finale, et j'ai l'impression que les Belges n'ont pas forcément vu le même match que ils se sont donné une idée qu'ils devaient gagner ce match-là, alors que, comme tu disais très bien, Hazard a malmené Pavard, il doit s'en rappeler encore. Mais sinon, sur la globalité du terrain, j'avais l'impression de voir des Français sereins et des Belges qui certes avaient la balle, certes avaient leur qualité, mais les Français ils étaient sereins. Moi je voyais des Français sereins et je ne vois pas pourquoi derrière les Belges se ruminent jusqu'à aujourd'hui en disant on aurait dû gagner ce match-là. Et s'ils ne sont pas remis en question depuis ce jour-là, ils ne sont pas remis en question du tout. Mais la France, sur ce match-là, elle a fait le dos rond jusqu'à avoir l'occasion. Je voyais Varane, Pogba, Umtiti, ils étaient très sereins. Ils ont joué pragmatique. Ils étaient très sereins. En tout cas, on verra pour la Belgique pendant l'Euro, bien évidemment. La Belgique a aussi beaucoup de binationaux. Voilà, parce que c'est le prochain sujet. Et c'est le dernier sujet d'ailleurs. De l'émission. Après, on va se quitter. Mais on va vite se retrouver. Mais parce que là, c'est notre première émission, si vous voulez, pré-Euro, et après, pendant l'Euro, on sera là. On sera là. On se quitte un tout petit peu. Juste le temps d'attendre l'Euro. Alors, la question pour les joueurs binationaux, c'est pourquoi certains préfèrent les sélections européennes. Moi, je pense en tout cas que c'est assez simple. C'est qu'il y a le pays dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils ont été formés. Souvent, ils sont les plus talentueux, les plus prometteurs d'entre eux sont appelés en équipe de jeunes. Donc ensuite, c'est une continuité, c'est un truc qui s'installe. D'autant plus que souvent, on a la famille même de ces joueurs-là qui vont les exhorter à jouer vers les pays européens, les agents. Il y a différentes pressions, c'est-à-dire que même si un joueur va vouloir faire le choix du cœur, il y aura des pressions extérieures à lui et il ne va pas forcément choisir, surtout quand il est très tôt. Donc il ne va pas forcément avoir son mot à dire. Donc il y a toutes ces raisons-là et puis aussi l'organisation, ça aussi, il faut le dire quand même. Parce que les infrastructures, l'organisation, la perspective de jouer à vraiment haut niveau. Donc tout ça attire en fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que est-ce que les sélections africaines arrivent à attirer leurs joueurs? On voit que la Côte d'Ivoire, au final, y arrive assez bien, puisque la Côte d'Ivoire, ils ont toujours une bonne équipe. L'Algérie, ils sont totalement en train de se refaire. Le Sénégal attire un peu plus. Mais maintenant, si on prend l'exemple du Congo, qui est en plus, Congo, RDC, après on verra pour Brazza, mais qui aime bien faire jouer en plus
des locaux, généralement l'équipe privilégie les locaux. Est-ce que ça laisse pas forcément de place en fait aux binationaux qui ont envie de venir jouer chez eux? Donc il y a tout un truc, il n'y a pas les infrastructures, il y a peut-être forcément des politiques assez compliquées dans les sélections. Il y a des phases, hein. Par exemple, la Côte d'Ivoire a souffert pendant des années au départ. Hein. Oui, c'est avant sûr. d'avoir le plein essor des binationaux, etc. Après, il y a une ambiance, je pense qu'il y a une ambiance, il y a... C'est ça. Mis à part pareil, tous les de toute points, façon. hein, je suis d'accord avec lui, d'accord avec toi par rapport aux infrastructures, mais il y a une ambiance qui vient... Moi, Quand tu vois aujourd'hui qu'un suis- Nicolas Pepe choisit la Côte d'Ivoire dès les sélections jeunes, Moi, personnellement, je pense qu'il ne faut peut-être pas attendre des binationaux qu'ils aillent construire leur équipe, sachant qu'il y a un vivier sur place. Donc peut-être que quand ils verront... c'est les fédérations. ce qu'il faudrait faire, ce serait que les sélections africaines se donnent les moyens d'attirer les binationaux et d'être attractifs pour les binationaux. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui que, je pense que les binationaux le savent, ils n'auront pas en Afrique exactement les mêmes conditions qu'en Europe. C'est peut-être même pas ça qu'ils demandent. Ce qu'ils demandent, c'est, je pense, un minimum au niveau de l'organisation, au niveau de la structure, au niveau des primes qui soient touchées. Je pense qu'il y a... Du sérieux. Un minimum. Voilà, mais c'est ça le problème, c'est que les sélections africaines, généralement, elles manquent de sérieux. Et pour les binationaux et les locaux, il y a souvent des conflits. Des conflits, voilà. c'est ça. Et là où l'Algérie a réussi, et ce pourquoi l'Algérie aujourd'hui a le record d'invincibilité, clairement. 25 matchs 23. Ouais. 23 ou 22. Je n'ai pas le chiffre exact. C'est parce que Belmadi, il a réussi à faire une union entre les locaux et les binationaux, Après, tout simplement. La chance, c'est Algériens. Ouais. C'est que déjà, ils ont quand même une fierté. Une fierté. Déjà. Bah, tu me diras, les Congolais aussi. Ouais. Mais l'Algérie, c'est particulier parce qu'on a le peuple algérien. Après- Très fier. Et installé en France, voilà, il y a aussi l'histoire qui fait qu'il y a eu la guerre, etc., la guerre d'Algérie. Et il y a quand même une fierté, une petite revanche, au travers Fierté du nationaliste. football, c'est aussi des petites phrases de certains joueurs, voilà. La famille qui te dit viens jouer en Algérie, pas pour la France. Il y a toujours un conflit qui subsiste entre ces deux pays, qui fait que les joueurs les choisissent. Mais après, pour Plus concerné. Ouais, plus concernés. Ouais, peut-être. Mais après, nous, on a l'exemple du Congo, c'est que c'est super compliqué. Mais après, pour rebondir sur ce que disait Mélissa, Belmadi, il a quand même beaucoup, il y a quelques locaux qu'il a intégrés, mais le vivier aujourd'hui est basé quasiment, le 11 de départ, c'est quasiment que des binationaux. C'est que des binationaux, le vivier est beaucoup basé sur des binationaux. Et comme tu disais Maïté aussi, ce serait bien aussi que les locaux aient une part à jouer, mais en attendant que nos championnats se développent et que les locaux puissent vraiment exprimer leur talent et que les infrastructures soient dignes de ce nom, peut-être qu'il faudrait se baser sur les binationaux dans un premier temps, que l'équipe nationale que les équipes nationales africaines puissent avoir des succès, etc. Et qu'ensuite on ait les ressources nécessaires pour développer la formation. Après, faut faire attention parce que tout ce qui est infrastructure, etc., je vais parler du Cameroun, qui pour moi est l'exemple type parce que je suis allée au Cameroun, j'ai travaillé à la Tchad, donc du coup j'ai vu les stades, ils n'ont rien envie aux stades européens. Mais le problème, et ça c'est un problème typiquement africain, c'est que je parlais avec Charlie Tange, qui m'a dit j'ai fait la Coupe du Monde, mais on n'a pas eu nos primes en fait. Tout ça, ça ne donne pas envie en équipe. Ça, il y a des scénarios où on va être bloqué à l'aéroport. On l'a vu avec le Gabon. C'est pas normal. Ça, c'est quelle image que tu renvoies aux binationaux qui veulent. Au final, le choix il est vite fait. Et même au niveau jeune. Quand il y a des rassemblements pour les U17 du Congo, U18, U19, c'est pas sérieux. Par exemple, un truc c'est que peu de gens savent, c'est que Kimpembe et Wan-Bissaka ont joué pour les espoirs congolais. Tout à fait. Le truc, c'est qu'entre-temps, comme il n'y a pas de politique d'équipe de jeunes qui est développée, au final, il n'y a pas de continuité, la France est arrivée, l'Angleterre est arrivée. Comme tu disais au début, c'est même pas forcément une histoire d'argent, c'est une histoire d'organisation, de sérieux. Bien sûr. Et à un moment donné, je pense qu'il y a des joueurs, comme tu le dis, d'autant plus ceux qui ont grandi en France, en Belgique, en Suisse, et qui ont certes, leurs parents originaires du Congo ou d'autres, ou du Cameroun, mais qui ont vécu toute leur enfance, leur adolescence en France, ils ont peut-être fait une sélection, comme tu l'as dit, comme Kimpembe à l'époque. Et si derrière, ils voient qu'il n'y a pas de sérieux, ça, le garçon, peut-être qu'il se dit... En plus, les joueurs, ils en sont conscients. Les places, ça coûte cher en équipe de France. Ouais. D'autant il y a beaucoup de binationaux. D'autant plus. Si les fédérations africaines seraient sérieuses, ils auraient joué pour les pays africains. Moi, je connais des joueurs professionnels qui jouent pour l'amour du jeu à des cannes de quartier. Parce qu'ils sont contents de porter le maillot de la Côte d'Ivoire, je défends mon pays. Il n'y a rien à gagner. Ouais, et c'est ça. ces joueurs-là, quand Mais tu c'est parles le cœur avec eux, qui tu dis, parle. mais moi, j'aurais aimé jouer pour mon pays.
mais c'est pas sérieux. J'allais revenir sur ça parce que du coup, il y a des binationaux qui ne sont pas forcément pris en équipe de France, en équipe de Belgique, etc. Et du coup, qui font le chemin inverse, qui veulent aller jouer en équipe nationale. Mais vous en pensez quoi de ça? Vous pensez que, allez, je prends mon second choix parce que le premier n'a pas été validé? Moi, je pense qu'on parle toujours de second choix. En jugeant comme ça, certes, c'est un second choix, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas non plus leur pays d'origine. Oui, c'est-à-dire que je pense que tout le monde... On peut aimer deux pays. C'est sûr. C'est-à-dire que tout le monde est très prompt à les juger, etc. Mais je pense que personne n'est à leur place. C'est-à-dire, tu es là, tu as grandi dans un certain pays, tu as été formé dans ce pays-là, mais quand tu rentres chez toi, ta culture, c'est ta culture d'origine. Et être confronté à ce dilemme-là, personne ne peut savoir. Il y a tout qui rentre en compte, c'est ta carrière, le Ouais, sponsoring. C'est compliqué. Donc, pas simple. on le voit avec Geoffrey Kondogbia aujourd'hui, avec les saisons, la saison qu'il a fait à l'Atlético, ce qu'il avait fait à Valence. Il a choisi la République centrafricaine alors qu'il a eu quelques sélections avec l'équipe de France. Je pense qu'aujourd'hui, il regrette. Mais c'est ça, c'est la peur, c'est se dire, bon, moi j'ai envie de jouer. Risque, hein. Voilà, j'ai envie de jouer des grandes compétitions, des compétitions internationales et au final, je n'ai peut-être pas ma place en équipe de France. Des fois, c'est un manque de patience. Il y en a qui le regrettent et je pense que, je ne veux pas parler pour lui, mais je pense que quand il voit la liste de l'équipe de France, je pense qu'il pouvait avoir sa place. Kondogbia, en tout cas, je trouve que son choix, il a été très courageux parce qu'il a vraiment été comme le maçon d'un mur qu'il faut construire parce que la Centrafrique. Donc, parce qu'il aurait pu attendre, Kondogbia, il aurait pu attendre encore l'équipe de France. C'était pas forcément mort pour lui, il avait 25 ans. Et franchement, son choix, moi, il a gagné mon respect à vie. C'est sûr. Il a ouvert la porte pour les autres et je pense que beaucoup maintenant commencent à se poser la question de est-ce que finalement je ne vais pas aller jouer pour mon pays d'origine. Et ça, je pense que c'est pas mal. Mais honnêtement, moi, je pense que dans 5 ans, déjà, je pense qu'à la Coupe du Monde 2022, on peut avoir des surprises concernant les sélections africaines, mais je pense que dans 5 ans, il y a quelque chose qui va se construire. Ça va être compliqué, je pense. 2022, ça arrive vite. 2022, il y a quand même l'Algérie au final. Même si... Souvent, on a des sélectionneurs qui ne sont même pas sur place. Le sélectionneur, à un moment du Cameroun, c'était le Copuel, à un moment donné. Il partait juste pour les matchs. Le Gwen. Il partait pour les matchs et il rentrait directement. Mais ça, je pense que maintenant, j'ai l'impression que les fédérations ne veulent plus de ça. Il ne faut plus. Il faut plus. Tu te dois d'être présent toute l'année. Exactement, il faut être présent. Aller voir les matchs. Aller superviser les locaux. Quand vous voyez que là, il y a eu les qualifications pour la CAN, qu'il y a certaines équipes qui ne se sont pas réunies depuis 1 an. 1 an. Comment ils font pour jouer ensemble? 1 an, et boum, on leur dit, là, t'as un match de qualif. Aujourd'hui, même la sélection du Congo, les joueurs qui ont été sélectionnés, je ne comprends pas. C'est pas cohérent. Après, je me demande qui a fait la sélection des joueurs congolais. Après, un exemple. Il y a des joueurs qui ne jouent plus en club depuis des lustres, qui sont sur la liste. Qui a fait la liste, le nouveau coach il est arrivé 24 heures avant, 2 heures après il y a une liste. Je sais pas si après le Congo c'est particulier, je ne sais pas si vous savez le nombre de joueurs qui vont jouer à l'Euro qui auraient pu jouer pour les RDC. À votre avis, il y en a combien? Une bonne vingtaine, je pense. Il y en a 11. Il y en a 11, qui est déjà beaucoup, qui sont sélectionnés pour l'Euro. Oui, t'as une équipe. Il y en a 11, c'est une équipe, exactement. Et sans compter les espoirs. Dont des joueurs majeurs, tu sais, c'est pas des joueurs dont des joueurs majeurs titulaires de leur sélection. Sans compter tous ceux qui n'ont pas été pris, on pense à Mukele, à Christopher Nkunku, tous ces joueurs-là. Mais ces joueurs-là, justement. S'ils auraient choisi le Congo à 20 ans, ils auraient cette carrière? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a bien vu, Serge Aurier, il a bien fait le choix de la Côte d'Ivoire. Oui, mais la Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Ils ont l'ADN quand même, plus que le Congo. Mais après, je me dis par exemple, le cas de Serge Aurier ou de Didier Drogba à l'époque, qui étaient dans des clubs, entre guillemets, mineurs du championnat de France. Donc il n'y avait peut-être pas les mêmes pressions au niveau des clubs. Je pense que peut-être que si on joue à l'Olympique Lyonnais, au Paris Saint-Germain, ou à l'Olympique de Marseille, au niveau du club, on a une plus grosse pression pour choisir l'équipe de France. Et pour rebondir sur ce que tu dis, à Lyon, on pense à Fekir qui à un moment avait dit qu'il jouerait pour l'Algérie. Tout à fait. Et après, il y a Olas qui lui a dit mais à quoi tu joues? Et donc au final, il était sélectionné avec l'équipe de France. Il est même pas sélectionné. Donc c'est un ensemble, c'est pas forcément que Olas, mais en tout cas, on sait qu'Olas a mis une petite pression. Non, mais je sais même à l'époque de Samir Nasri, de Karim Benzema, Tem Ben Arfa, il y avait des pressions des gros clubs de Ligue 1 pour qu'ils choisissent l'équipe de France. Les agents. Les agents également. Aujourd'hui, ça marche. Avec l'Algérie, on voit que ça marche. Avec la Côte d'Ivoire, on voit des pizzas. Bien sûr. Même le Sénégal, on voit Abdou Diallo qui joue pour le Sénégal. Zerkan à Bordeaux, il a choisi l'Algérie aussi. Pourtant, il aurait pu attendre. Adamunas, etc. Un joueur qui avait des. Et ça, c'est parce qu'aussi, ils ont senti que derrière, il y avait quand même un minimum de volonté, que tout le monde tire un peu dans le même sens. C'est ça aussi qu'on a besoin de sentir, d'être rassuré. Un joueur de classe mondiale porte-drapeau. Ouais, ça aide toujours. Là, on a un finaliste de la Ligue des Champions quand même dans le cas de l'Algérie, qui va porter le maillot et le drapeau. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc c'est beaucoup plus simple d'attirer d'autres personnes. Sénégal à Mané.
Bah Congo, ouais. c'est raté. C'est vrai que Il y avait Bakambu qui avait pris un bon élan. Ouais. c'est Ouais, vrai ouais, que- c'est vrai qu'il il y a avait, pas il un avait porte-étendard, il donné une manque un dynamique, porte-étendard. effectivement. Ouais, C'est vrai ça, que clair. pour le Sénégal, le rôle de Sadio, Sadio Mané, c'est. Ça- Et, il et a même Diouf du aussi. coach aussi. Hein. Même il a dit Diouf a gardé une bonne place. Ouais. Bien sûr. Avec Aliou, le coach. Bien sûr. Mais il y a eu cette ossature-là voilà, avec les anciens. Ouais. Au Congo, Chabani Nonda, on n'a pas vu de suivi, on n'a pas eu. Voilà. Bah là, quel est le rôle de Makélélé là du coup en sélection? Makelele, lui, du coup, a dit qu'il avait été contacté pour être l'ambassadeur de l'équipe nationale, D'accord. mais qu'il n'avait pas donné suite pour le poste, pour l'instant. Parce que Makelele, il travaille encore à Chelsea. À Chelsea. En plus, ouais, donc, c'est voilà. possible. Parce que même Mais- les premiers, je te coupe, Vas-y, même vas-y. les premiers retours des supporters, ils étaient mauvais. Bah, c'est normal, parce que tu nommes ambassadeur d'une équipe nationale, Ça. quelqu'un qui a joué pour, pour Bah un oui. autre pays. C'est Ambassadeur, compliqué. c'est que tu es censé justement convaincre les binationaux, mais toi-même, si tu as joué pour un autre pays, comment tu vas Ouais, dire mais après, c'est parce qu'on n'en a Aujourd'hui, ça pas peut être non mal plus. perçu. On n'en a pas. Aujourd'hui, Donc, avec Internet, même quand vous êtes joueur ou entraîneur, vous avez rapidement les feedbacks des réseaux sociaux. Tout à fait. Ah, ça va vite. C'est pour ça Les que. Congolais, ils ont été très méchants avec eux de mater les commentaires, c'était super violent. c'était super Et violent. même si les À juste négociations étaient titre. bonnes, je sais même pas si c'est pas ça qui a fait que. Je pense que Mais Makelele c'est aurait pu. avisé. Ce que tu dis, c'est très pertinent parce que au Maroc aussi, c'est passé la même chose avec Kevin Malcuit. Parce Ouais. que Ouais. lui, Ouais, il hésitait, il s'est fait tellement insulter Il sur a les décidé réseaux de pas sociaux venir, qu'il a dit ouais. bah, je Il a viens pas. décidé J'avais de vu pas ça. venir. Et aujourd'hui, bah, il est à Naples et voilà. Donc il faut Donc, faire attention à pas d'un côté comme de l'autre, pas juger, pas insulter ou quoi. On n'est pas à la place de. C'est ça. Non, c'est en fait, Tu peux et c'est faire ce de que, bien, c'est ce ramène-le, que les gens ne voilà. comprennent pas en fait, parce que c'est comme si nous, on nous dit bon, là, tu peux avoir un excellent poste en France, mais on peut aussi te proposer un poste au Congo où tu gagneras peut-être un peu moins, mais étant donné que c'est ton pays vas d'origine, réfléchir, tu dois y aller. voilà. Tu vas réfléchir Tu quand vas même, réfléchir. je pense. Et eux, c'est ce qu'ils font. Enfin, faut se Clairement. mettre aussi à leur place. Il faut arrêter de taper sur oui, mais il a pas choisi sa sélection. Ouais, mais bon, est-ce qu'il est déjà allé au Congo, par exemple? Est-ce qu'il Non, est déjà voilà, allé c'est dans son ça, pays en fait. d'origine? Il y a ça On aussi. va réfléchir et on va peut-être certainement choisir la France parce qu'on connaît. Bah oui, c'est ça. C'est Déjà, combien de Congolais vont en vacances, juste en vacances? Mais par contre, il y a quelque chose, Donc, c'est que beaucoup de joueurs justement binationaux qui ont joué pour des sélections africaines ont dit qu'ils regrettaient absolument pas leur choix. Exactement. Aubameyang, Aubameyang, il qui regrette. risque de jamais participer à une Coupe du Monde, a dit qu'il a jamais regretté de jouer pour le Gabon. Serge Aurier, même chose pour la Côte d'Ivoire. Alors qu'à l'inverse, quand tu vois Balotelli qui aurait pu jouer pour le Ghana et Pour tout, le Ghana, il regrette. vu comment les Italiens l'ont traité. Et vu Moïse comment- Kean, ça m'étonnerait pas Si, qu'il si. finisse Il y a par aussi- regretter c'est aussi. le suivant. je Non, bien pense. sûr. Après, Ouais. l'Afrique, c'est un amour du ballon et une ferveur particulière. Quand on y va, on sait pourquoi. Et puis tu reçois beaucoup Voilà. d'amour. Tu reçois beaucoup beaucoup d'amour, d'amour, ouais. que tu Et une recevras force. jamais ici. Exactement. Et moi, ce que je trouve intéressant, Une c'est que simplicité justement, on a souvent eu des qualifications en zone Afrique où il y avait très peu de pays qualifiés. Ouais. Et justement, en sachant que la prochaine Coupe du Monde, alors après 2022, où on aura, il me semble, 48 équipes, 48 équipes. il y aura beaucoup plus de pays Alors, africains mais qualifiés. c'est ça qui Donc est bien. ce qui on peut aussi espère. permettre d'autant plus Ça va être des joueurs, intéressant. comme tu le dis, que de choisir leur sélection d'origine. Parce qu'il y aura plus de pays africains, je crois que ça sera 8 ou 9. Parce que tant mieux, je trouve. Déjà, c'est quand Parce que- même bien 8 ou 9 Parce pays. qu'avoir c'est- toujours 13, 14 Européens, 6 Sud-Américains et 5 Africains, alors qu'on a 50 pays, c'est un parcours du combattant. Là, en avoir C'est clair. plus, C'est moi clair. je trouve que c'est une Mais super idée. aujourd'hui, il faut C'est quand même très, que très les binationaux peut-être se posent la question, qu'est-ce qui est mieux pour moi? C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir gratté dans ma carrière les 10 sélections avec l'équipe de France, mais qu'au final, dans quelques années après ma carrière, Oui. les Français, ils m'ont complètement Une oublié, compétition quelques plus. internationale, bien sûr. Alors que quand tu es en Afrique, même si tu as 10 sélections ou quoi, Les gens on va suivent. jamais oublier le fait que tu aies choisi tes origines. Jamais. Et tout l'amour que tu reçois, tu le recevras jamais en Europe. Bah, on voit Donc il y a aussi Aubameyang, des ce que choses ça comme donne, ça hein. qu'il faut, qui pèsent. Bien Et c'est sûr. Serge Aurier, je dis n'importe quoi, il aurait pu choisir l'équipe de France. bien Ça, sûr. ça se déroule mal, il a 11 sélections. Ouais. On s'en fout, quoi. C'est ça. Là, il est en Côte d'Ivoire, voilà, comme tu le dis, il a tout l'amour du peuple derrière. Et c'est le Donc, meilleur d'un choix côté pour lui, comme au de final. l'autre, il y a des L'amour arguments. aussi à double tranchant. Parce que Ouais. les supporters ivoiriens aussi. Ouais, c'est vrai. Oui, Ils sont après, bons, ils ça sont bons dans le qualifie clash hein, pas. sur les Non, réseaux. On pas Ouais, plus que c'est les clair. Camerounais. Les Camerounais, Non, ils les sont pas mal. Ivoiriens hein. sont forts. Ouais, Les les Ivoiriens sont forts. Ivoiriens, ils sont durs. hein. Quand Oui, ils sont vraiment. éliminés, ils ont. Comme tous les peuples Ah non, passionnés, ils sont après durs. C'est ça, c'est les peuples passionnés, c'est les la peuples passion. passionnés, C'est ça ça. c'est... L'Afrique, c'est la passion, il n'y a que ça. Ils sont Ouais. devant la télé, ils regardent leur match, ils kiffent. Mais c'est bien, c'est un... D'ailleurs, je me souviens plus c'est du un bon nom moteur. du joueur qui pleure souvent. Là, à chaque fois, il se fait. C'est Ridgey. Du coup, Ouais. ils sont insultés. Tous les- C'est vraiment tous les matchs. Même Alors- après les matchs, récemment, j'ai reparti sur Facebook, les Ivoiriens, ils commencent déjà à insulter. Oui, toi, tu vas voir pour ça. Le match, ça va En plus, commencer. c'est un bon guerrier, hein. Franchement, c'est un bon guerrier. Il n'est pas, Ouais, mais il est il est pas sensible. très. Ouais. C'est un peu un Thiago Silva. à la Il a africaine. marqué un tiré sur le poteau. Ouais. Ils ont terminé. Même avec le Ils ont Ghana. récupéré une photo, une vidéo, Ouais. il avait chanté. Ah, t'as chanté la musique, faut pas tirer poteau.
Ah, ça c'est Ça, après, c'est C'est des, une ambiance. c'est des peuples de Mais après, c'est ça, une tu me ambiance. diras, ça, Mais tu il me faut être diras, prêt. C'est un C'est des truc, ça, tu me diras, il y a C'est pas partout. de Regarde passer. les Français, comment ils ont traité Thierry Henry, Bien sûr. qui est le meilleur buteur de différent, l'histoire de quoi. l'équipe de France. Ouais, mais- Non. C'est des peuples de À la fin. passionnés. Après, c'est comme tu le disais pour Thiago Silva. Je pense que si le Brésil aurait gagné la Coupe du Monde 2014 à domicile, ça aurait été des dieux vivants. Maintenant, Thiago Silva, il y a une séance de tir au but contre le Chili. Il se va au cache- rang se central, il cache se cache derrière. alors que c'est le capitaine, Voilà, ça va alors pas. que ça va c'est- pas. en fait, c'est des peuples passionnés. Ouais. Si tu gagnes, si t'es un héros à vie, et puis après, si tu fais un peu des bêtises, malheureusement. Double tranchant. Mais c'est bien, c'est au contraire, je trouve. Alors, les amis, je suis désolée, mais ça va être le Bah, moment de nous dire au revoir. On est obligé de clôturer, Alors, malheureusement. merci à toi, Carlos, merci, Mickaël, et merci, Louis. Vraiment, merci. Qu'on va Merci. revoir, c'est un on plaisir. espère, avec nous. On passe du live Instagram à l'émission, quoi. Voilà, c'est tout déjà. simplement. D'ailleurs, on voulait vous remercier parce que c'est vous qui nous avez donné un peu l'idée. Vraiment. En fait, on l'avait depuis longtemps, mais voir votre engouement sur les Ouais, réseaux, fallait tous les qu'on se lance. commentaires et autres, on s'est dit. En plus, allez, vous avez let's go. accepté de venir, donc franchement, on est un peu ému là. Voilà. Je suis capable de pleurer, mais il faut qu'on m'écape. Ouais, parce que notre maquilleuse, Ornella, d'ailleurs, allez voir Ciao Bella sur Instagram, elle nous a maquillés, sublimés, donc on va pas pleurer. Voilà. Et on mettra vos Instagram aussi en bas, vous pourrez tout voir comme ça, vous pourrez les follow. Donc merci à vous de nous avoir regardés aujourd'hui, merci à vous d'être venus et merci aussi à Pactol Studio d'avoir réalisé cette émission pour nous et de nous avoir aussi très bien accueillis dans ces studios. Merci, à la semaine prochaine. Bye bye.